Bonjour Bernard Monod, député européen. Nous nous retrouvons à Bruxelles pour notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité économique. Aujourd'hui, à notre sommaire, Renault qui prend pied chez Mitsubishi, la mise en examen d'Anne Lauvergeon, Technip et les Américains et la dette grecque. Alors la dette grecque, saison 15, épisode 256, on apprend cette semaine que le FMI fait des propositions pour étaler la dette grecque jusqu'en 2080. J'ai relu, parce que 2080, j'avais de la peine à y croire. On croit rêver 2080. C'est ça, vous avez raison d'ironiser parce que ces plans de remboursement à 65 ans, c'est proprement pas sérieux. Cela montre en réalité que l'Union européenne, la BCE, la Commission européenne sont en total désarroi et qu'ils ne savent pas du tout comment s'en sortir. Soyons clairs, les Grecs ne peuvent pas rembourser. Non, c'est impossible. Les Allemands peuvent s'énerver, si vous voulez, en réclamant le remboursement de la dette dans les conditions actuelles, sauf qu'avec l'euro, il est totalement impossible de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'ils imposent cette politique d'austérité draconienne. La situation de la Grèce est difficile. Son PIB a connu une contraction sévère. Oui, exactement. Environ 30% de recul du PIB depuis quelques années, malgré, si vous voulez, tous les efforts et les sacrifices faits par la Grèce et les Grecs. Et malheureusement, si vous voulez, ils ont tranché à la hache dans les retraites, les prestations sociales, les salaires, bien entendu, et aussi l'augmentation des impôts. Alors, cette austérité a directement des conséquences sur la capacité des Grecs à rembourser leurs dettes. Exactement. En fait, ils sont en train d'étrangler la Grèce et après ils s'étonnent qu'ils ne puissent plus respirer. Voilà, c'est le paradoxe. Il y a une échéance importante la semaine prochaine. Le 24 mai prochain, vous avez raison, il y a un nouveau sommet, le sommet de la dernière chance. C'est le énième, bien entendu. On avait déjà eu ce phénomène-là l'été dernier, au mois de juillet, au mois d'août, etc. On croyait que tout était résolu, puis on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Donc c'est insoluble. Le débat entre le FMI et les Européens porte sur la nécessité ou pas de réduire la dette grecque. Oui, alors, dans les trois créanciers principaux, donc la Commission européenne, via les États membres, le FMI et la Banque centrale européenne, le FMI demande un espèce de ce qu'on appelle un haircut en anglais, c'est-à-dire on coupe un peu les cheveux, on réduit le montant de la dette. Voilà, mais bon, sauf que les Allemands n'en veulent pas et l'imposent, bien entendu, à l'ensemble des créanciers de l'Europe. D'où cette proposition, vous l'avez baptisée comment? Oui, c'est bon, une proposition rock'n'roll, c'est ce que nous disions tout à l'heure, avec un recul, un rééchelonnement de la dette jusqu'à 65 ans, alors, ce qui n'est vraiment pas sérieux. La Grèce ne rembourserait rien pour le moment? Dans l'immédiat, non. Ce serait plutôt en 2040, c'est-à-dire dans 25 ans, étalé entre 2040 et 2080. Voilà, donc tout le monde sauverait un petit peu la face dans un premier temps, que ce soit le gouvernement grec comme les créanciers européens. Et pour le moment, l'inflation est à zéro, pas d'espoir de ce côté-là. L'inflation est à zéro, heureusement pour eux, sauf que, bien entendu, il n'y aura pas de solution et tout est reporté au calendrier grec. C'est le cas de le dire. Dans le cadre de cette opération de remboursement. Comment le peuple grec peut aujourd'hui comprendre ces mesures qui pèsent sur lui ? Alors, ils subissent une austérité draconienne, on en a parlé juste avant avec tous les efforts et les sacrifices qui leur sont réclamés, mais sur une durée de 65 ans, c'est-à-dire qu'on leur demande un esclavage par l'austérité et le remboursement de la dette à perpétuité en quelque sorte. Voilà, donc imaginez, vous êtes 65 ans d'austérité, vous avez 18 ans et pendant toute votre vie, il faut que vous supportiez des mesures et des sacrifices totalement insupportables. C'est impensable. C'est pas possible. Les Grecs vont supporter ça longtemps? Non, je crois pas. Mais combien de temps ils vont résister 6 semaines, 6 mois, 6 ans voilà, personne ne le sait. Dans ce contexte, la trahison de Tsipras n'a servi à rien? Non, effectivement, tout ça pour ça, en fait. Il a été élu sur un programme, ce programme a été confirmé par un référendum qu'il a organisé début juillet 2015. Et on s'aperçoit où le peuple avait dit non à l'austérité de l'Union européenne. Et en fait, il s'est soumis. Donc c'est une trahison du peuple grec qui, à mon avis, l'amènera devant le tribunal de l'histoire. Oui, pourquoi cette trahison? C'était du réalisme? Il prétendait quoi? Simplement, il s'est soumis, je pense, à la pression qui était imposée par les créanciers, donc ce qu'on appelle la Troïka, BCE, Union européenne et FMI. Alors pour vous, Bernard Monod, économiste, pour les Grecs, la solution c'est quoi aujourd'hui?
Pour les Grecs, la solution, c'est de récupérer leur indépendance, leur liberté, leur souveraineté monétaire, c'est-à-dire très concrètement passer à la monnaie nationale. Pour eux, ce serait en quelque sorte le nouveau drachme. Hein, oui. on pourrait imaginer un drachme pour 1 euro, en tout cas au départ, et puis ils pourraient effectivement ensuite envisager une dépréciation ou une dévaluation de leur monnaie qui leur permettrait de reprendre tous les leviers de leur économie nationale, de reprendre la croissance économique progressivement. Leur balance commerciale irait mieux et surtout, ils pourraient commencer à rembourser le montant de leur dette. Oui, parce qu'ils ce qui quelque part rassurerait les créanciers en quelque sorte. C'est un paradoxe. Monétiser leur dette, suivant l'expression. Oui, c'est ça, c'est un petit peu technique, mais grâce à leur banque centrale, ils pourraient effectivement racheter une partie de leur dette. Et les Allemands pourraient aider dans cette histoire? Alors, les Allemands, nous évoquions effectivement tout à l'heure, voilà, il faudrait peut-être, eux qui sont très à cheval et très intransigeants sur l'obligation de rembourser la dette, devraient commencer à rembourser la leur, puisqu'ils ont une ardoise de 162 milliards d'euros non remboursés sur les indemnités de réparation de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a jamais été remboursée à la Grèce. Jamais à la Grèce. À la Grèce, 162 milliards, c'est 50% à peu près du montant de la dette grecque aujourd'hui. Si je vous comprends bien, Bernard Monod, l'intérêt des créanciers aujourd'hui, c'est que la Grèce sorte de l'euro? Ah oui, clairement. Paradoxalement, oui. C'est-à-dire qu'en reprenant, je dirais, les techniques du patriotisme économique, ils pourraient avoir les leviers pour pouvoir rembourser leurs dettes en douceur, sans mettre un pays à feu et à sang. Et paradoxalement, pourraient progressivement rembourser en rééchelonnant la dette sur un certain temps, avec des taux d'intérêt peut-être renégociés. Mais le capital de la dette pourrait être remboursé en totalité, car une dette est une dette. Il faut la rembourser. Bien sûr. Les créanciers ne le comprennent pas, ça, pour l'instant. Pas pour le moment, mais je pense que les événements l'y mèneront. Mais en tout cas, si vous voulez, il faut que l'Union européenne abandonne cette idéologie par rapport à l'euro. Et c'est une utopie qui est meurtrière. Pour les peuples, en général. Pour les peuples, bien entendu. Deuxième sujet, en politique industrielle, Renault-Nissan qui prend une participation dans le constructeur japonais Mitsubishi. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Cette nouvelle alliance Renault-Nissan avec une acquisition de Mitsubishi Motors est une bonne nouvelle puisque c'est environ 1 million de véhicules utilitaires et voitures supplémentaires qui vont être additionnés à déjà environ 9 millions de véhicules produits. Ça fait un beau groupe d'environ 10 millions de production de véhicules dans le monde, et ce qui pourrait l'amener à être en concurrence avec General Motors, avec Toyota et Volkswagen, donc être parmi le peloton de tête des constructeurs mondiaux. On joue la première place mondiale. Dans la cour des grands. On peut être fier. Voilà, on peut tout à fait être fier de ce groupe français. Les sommes en jeu pour cet investissement industriel sont raisonnables? Ça représente environ, c'est pas énorme, ça représente environ 2 milliards d'euros d'investissement pour l'acquisition d'environ un tiers du capital de Mitsubishi, et ce qui l'amènerait à être un actionnaire, un des premiers actionnaires du groupe. Le premier actionnaire. Absolument. Alors, vous m'expliquez en préparant cet entretien qu'il ne faut pas confondre les différentes marques Mitsubishi, les fameux groupes japonais. Au Japon, il y a des consortiums industriels avec des ventilations de filiales. Donc, effectivement, il faut retenir, je dirais, le constructeur automobile, Mitsubishi Motors, et non pas le conglomérat à la fois financier. Absolument. Il y a absolument voilà, on ne parle que de l'aspect constructeur automobile. OK. Cette alliance pour vous, Bernard Monod, député patriote au Parlement européen, n'entre pas en contradiction quand même un peu avec votre théorie du patriotisme économique, votre stratégie de réindustrialisation. Là, on est en train de parler d'internationalisation. C'est ça, c'est ce que moi j'appelle le commerce international et non pas le commerce mondial, où en fait tout le monde peut être gagnant à un moment donné. C'est une question de double sens. Une fois, la France peut gagner sur certains secteurs, comme c'est le cas aujourd'hui avec Renault-Nissan, avec Mitsubishi, être le chef de file, et puis d'autres fois, dans d'autres acquisitions ou fusions, eh bien, à ce moment-là, la France peut être en numéro 2. Voilà, c'est une question d'opportunité. Voilà, tout à fait. Ça, c'est ça le mondialisme heureux, la mondialisation heureuse où tout le monde gagne en fait. Voilà.
Alors, si c'est une règle numéro 1, il y en a d'autres règles derrière? Voilà, bon, c'est effectivement ce qu'on peut appeler la règle numéro 1, comme vous le dites. La règle numéro 2, c'est stopper la désindustrialisation que subit la France depuis 20 ou 25 ans. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça a été le cas toutes ces dernières années où la France est affaiblie économiquement par la lâcheté et l'incompétence de nos dirigeants, que ce soit UMP ou PS, soumis bien entendu à l'Union européenne depuis 20 ou 25 ans, qui a amené à affaiblir la France. Et quelque part, nous, ce que nous souhaitons, c'est être acteurs et accroître la puissance économique de la France dans le monde. Mais l'État stratège, dans certains cas, doit aussi pouvoir dire son nom dans... Oui, c'est ça. Donc l'État stratège, son rôle, c'est effectivement d'intervenir au niveau des pouvoirs publics, en tant que pouvoir public, pour prendre des participations et éviter, si vous voulez, cette désindustrialisation globale. C'est dans quel domaine? Dans l'ensemble des secteurs vitaux, économiques, voilà. Dans des intérêts vitaux de la France. Je pense par exemple à aux télécoms, à l'énergie, au transport, à l'eau, dans tous les secteurs stratégiques de l'État, où les pouvoirs publics doivent prendre la main quand les intérêts vitaux sont menacés. C'est ce que vous reprochiez dans le dossier Alstom il y a quelques mois en arrière, l'année dernière. C'est ça, l'année dernière, il y a même 2 ans, nous avions préconisé que la Caisse des dépôts, acteur majeur financier, puisse prendre des participations dans l'Alstom, ce qui aurait évité, il y a 2 ans, le démantèlement de notre fleuron énergétique français et de maîtriser, si vous voulez, toute la maintenance de notre secteur nucléaire, notamment de notre système nucléaire en France. Et puisque nous parlons du C'est peut-être la règle numéro 3. Oui, c'est la règle numéro 3. Puisque nous parlons de nucléaire, dans les brèves de l'actualité économique, nous avons la mise en examen d'Anne Lauvergeon, Atomic Anne, ex-PDG d'Areva. Alors... Effectivement, je crois que c'était il y a 1 an, nous avions ici même d'ailleurs, je crois, dénoncé d'abord l'incompétence de Madame Lauvergeon. Je m'en souviens très bien. L'absence de vision industrielle et économique qui a mené le groupe Areva à être en difficulté financière, d'où l'obligation de l'État de renflouer à la fois via EDF et l'État, donc Areva, dans des acquisitions totalement hasardeuses qui ont été faites à l'époque. C'était effectivement un gisement d'uranium qui avait été fait en Afrique, qui s'appelait Uramine, et qui a été acquis dans des conditions tout à fait, on va dire, douteuses, avec des prix surestimés, et qui n'a pas donné le potentiel économique qui était, enfin, les mines d'uranium, il n'y avait pas du tout l'uranium attendu dans les mines. Tout à fait, qui n'était pas attendu. Alors, depuis 2007, cette affaire, elle empoisonne Areva et son ancienne dirigeante. Areva, et puis au final, l'État, c'est ça qui est inquiétant, et bien entendu, au final, les Français. Nous en sommes à la phase judiciaire. On est à la phase judiciaire, exactement, où le bien nommé monsieur Olivier Frick a été mis en examen fin mars, et de proche en proche, si vous voulez, il a été mis en examen. Mais alors, attendez, en contrôle judiciaire. Monsieur Olivier Frick, ça n'est pas n'importe qui. Ah oui, effectivement, outre être dans le dossier, il est également le mari de Madame Lauvergeon, donc conflit d'intérêt total, ce qui amène aujourd'hui la situation judiciaire à mettre en examen également Madame Lauvergeon, à se souvenir que c'est l'ancienne Sherpa de Monsieur Mitterrand. Oui, elle avait commencé sa carrière effectivement à l'Élysée. Enfin, dernière brève, ce matin, la fusion de notre champion français technique, dans les industries pétrolières, là aussi, dans la technologie pétrolière, fusion avec les Américains de FMC. C'est une info qui vient de tomber. Oui, ça peut paraître plutôt intéressant, comme ça, au prime abord, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est toujours le moyen et long terme. Et donc, la question qu'on peut se poser, comme dans le dossier, notamment Alstom ou Alcatel, est-ce que Technip sera encore français dans 5 ans ? C'est ça la question qu'il faut se poser dans ce magma mondialiste où nous sommes pillés par les grands groupes industriels étrangers. Il faut être très très prudent là-dessus. Et c'est ce qui m'inquiète moi en tant que patriote. Donc nous serons très attentifs là-dessus, que ce soit à l'Union européenne, à Bruxelles, comme en France avec nos députés patriotes. Eh bien, nous allons suivre avec vous, Monsieur Monod, la suite de ce dossier Technip avec attention. Je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour notre tour d'horizon traditionnel. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.